Voilà, donc on va parler du changement climatique en région Occitanie. J'ai vraiment pris des graphiques, des chiffres vraiment pour la région Occitanie, parce que je pense que c'est important pour vous d'avoir vraiment des choses localisées sur le terrain et pas forcément de faire une moyenne nationale où on n'a pas les mêmes conclusions sur le terrain en Occitanie. Donc j'ai déjà fait les présentations. On va revenir sur l'année 2022 en région Midi-Pyrénées, et puis après ça va être assez scolaire. On va parler de la sécheresse, du gel, des canicules, en gros ce qui impacte l'agriculture. Et puis après on fait de l'agroclimato, enfin, maïs, blé, prairies, arboriculture et vignes. Est-ce qu'il y a des arboriculteurs ou des viticulteurs dans la salle? Non, pas tant que ça. Ok, donc je passerai vite sur les aspects arboriculture et viticulture. Donc, une définition, l'agrométéo, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. En gros, c'est l'impact à court terme. C'est-à-dire le risque de gel dans les jours à venir, la canicule qui est en cours, comment ça va évoluer dans les jours à venir, ce qu'il va pleuvoir, etc. Alors que l'agroclimatologie, c'est l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Le climat, c'est à long terme, c'est-à-dire l'évolution du risque de gel, l'évolution des risques de canicule, l'évolution des pertes de rendement d'ici 2100 en fonction des scénarios climatiques. Et de l'agriculture sur le climat, donc là on a tout ce qui est stockage du carbone et adaptation au changement climatique. Je fais un retour sur l'année 2022 pour commencer, et vous avez ici un graphique qui, peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Vous avez ici la moyenne, ici c'est les mois, la température moyenne nationale, et vous avez la moyenne nationale qui est en noir. Lorsqu'on est au-dessus de la moyenne, c'est qu'on est en période soit caniculaire, soit de forte douceur, donc il fait beaucoup plus chaud que la moyenne. Et lorsqu'on est en dessous, c'est qu'il fait plus froid. Donc première conclusion sur l'année 2022, on voit que on a eu une dizaine de pics de douceur de canicule durant l'été ou l'automne ou l'hiver, enfin toute l'année quoi. On en a eu une dizaine, et on a eu seulement une seule période de froid marquée, c'était forcément pendant le gel d'avril, à un moment où les végétaux ne s'y attendaient pas. Donc là on est toujours sur une période de douceur qui n'est pas terminée. Ça fait à peu près, il me semble, 40 ou 50 jours qu'on est au-dessus des normes de saison, ce qui est assez remarquable. Et donc l'année 2022 au final, c'est l'année la plus chaude qui pour l'instant on a observé en France. En même temps, l'année 2022, vous avez ici les jours et ici l'indice d'humidité des sols national. L'année 2022 est indiquée en violet ici, et on a atteint le 15 août 15% d'eau dans les sols. Il ne restait plus que 15% de la réserve en eau de tous les sols nationaux. C'est-à-dire certaines régions étaient entre 0 et 1, il n'y avait plus d'eau entre 0 et 2 mètres, et sur d'autres on était plutôt avant 25. Ici on était bien sûr entre 0 et 10% d'eau, il n'y avait plus grand-chose. L'année 2022 est pour l'instant l'année la plus sèche qu'on ait pu observer depuis 1930. Donc en gros, depuis 1930, l'année 2022 est la plus chaude et la plus sèche. Et donc ça a eu des impacts énormes sur les productions agricoles. J'ai pu consulter les statistiques de l'Agreste pour la région Midi-Pyrénées. Et donc tout ce qui est en rouge, ce sont les pertes de rendement, et tout ce qui est en vert, ce sont les hausses de rendement par rapport aux 5 dernières années. Donc on voit que le colza, il a gagné 2,2%, donc il n'a pas subi forcément... Il a été récolté avant les grosses périodes de forte chaleur et de sécheresse, tandis que le maïs, le fourrage, le soja, le sorgho, le seigle, le tournesol, le blé, l'orge et le blé dur, et le lait, en fait on a perdu énormément de rendement. Dans la région, c'est la région la plus concernée par la sécheresse, notamment pour le maïs grain non irrigué, on a perdu 53% au niveau régional. Certains départements, on est plutôt à 60%. Donc le maïs a fortement subi, le maïs irrigué, donc il a eu moins forcément de pertes de rendement, mais il en a quand même eu 11 ou 12%. Voilà, donc ça c'était le bilan de l'année 2022, et malheureusement l'année 2022, d'ici 2050, ce sera une année classique. Donc ce qui s'est passé cette année 2022, c'est ce qui va se passer tous les ans d'ici 2050. Donc d'ici là, ça nous donne une certaine année exemple, on va dire, pour voir ce qu'il faut faire pour s'adapter au changement climatique. Donc, on va voir justement ces évolutions de sécheresse, de gel et de canicule. Alors, on commence par les observations pour la sécheresse depuis 1959. Et ce qui va vous étonner, je pense, ce soir, c'est que sur 75% du territoire, depuis 1961, sur 75% du territoire, il pleut plus sur l'ensemble de l'année. Il y a plus de pluie. Ici, c'est plutôt stable, voire en légère baisse dans certains coins, mais c'est plutôt stable.
mais sur tout le reste de la France, il y a plus de pluie sur l'année. Pourtant, dans le même temps, d'abord, on va regarder Toulouse et Auch, donc j'ai pris plusieurs graphiques de la région. Ici, vous avez les années et le cumul annuel de pluie, il n'y a pas forcément de tendance à la baisse, comme on pourrait l'imaginer. Donc il pleut soit à peu près la même quantité de pluie, soit plus 1 ou 2%, ou moins 1 ou 2% suivant les départements, mais on va dire que c'est statistiquement plutôt stable. Pourtant, dans le même temps, en 60 ans, on a eu plus 7% de surface en sécheresse en France, forêt et agriculture comprises, on enlève les villes. Plus 7%, on retrouve l'année 76, et si on zoome sur ici vous avez les années et les surfaces en sécheresse nationale, mais ce qui nous intéresse, c'est la région Midi-Pyrénées. Donc on retrouve les années classiques de sécheresse, dont 2011, dont 2003, et vous avez 2022, qui est l'année, bien sûr, où on a eu la plus forte sécheresse depuis au moins 1959. Donc on a gagné aussi 7% de surface en sécheresse en France. Donc ce que je vous ai dit, c'est que soit il pleut un peu plus, soit on est à peu près stable au niveau de la pluie annuelle, mais on a une surface en sécheresse qui augmente. Donc c'est paradoxal. Et je vais essayer de vous l'expliquer donc avec les projections jusqu'en 2100. Vous avez ici l'hiver du futur à partir de 2070 et l'été du futur à partir de 2070. Lorsqu'on est en bleu, c'est qu'il pleuvra plus. Lorsqu'on est en rouge, c'est qu'il pleuvra moins. Donc ici dans la région, on aura à peu près 20 à 40 mm de pluie en plus en hiver en moyenne et 20 à 40 mm de moins en moyenne en été. Donc quand on somme sur l'année, ça fait quelque chose de stable. Mais le changement climatique, c'est pas forcément la pluie qui tombe sur l'année, c'est l'évolution de la répartition dans l'année des précipitations qui évoluent. Donc plus de pluie en hiver et moins de pluie en été. Dans le même temps, ici vous avez la référence quand il pleut, le nombre de millimètres qu'il pleut par jour, les jours où il pleut, entre 1976 et 2005 et dans un climat futur. Donc ici on était à peu près à 6 à 8 mm, là on sera à peu près à 8 à 10 mm. Ça veut dire qu'en moyenne, quand il pleuvra de façon plus forte. Donc en hiver, quand j'ai dit qu'il allait plus pleuvoir, les intensités seront plus importantes. Et donc je vous ai pris les pluies efficaces. Ici j'ai trouvé des graphiques pour les Charentes parce que je ne les ai pas trouvés pour la région avec la Chambre d'agriculture. En Charente-Maritime, il pleut plus sur l'ensemble de l'année comme je vous avais montré sur la première carte. Pourtant les pluies efficaces, donc les pluies qui rentrent dans le sol, sont en baisse tout le long depuis 1959. On a moins de pluies efficaces. Il pleut plus, mais l'eau ne rentre pas dans le sol. C'est simplement que cette eau, quand elle tombe en plus grosse quantité, et donc elle ruisselle, mais elle ne pénètre pas dans le sol. Donc au niveau climatique, pour un climatologue, il va vous dire il pleut plus, alors qu'un agroclimatologue va vous dire mais cette pluie, elle est moins utilisée par les plantes. Et donc pour synthétiser tout ça, vous avez ici les mois et l'humidité du sol au niveau national. Ici vous avez la courbe moyenne d'humidité des sols françaises, les records bas et les records hauts. Donc ici c'est l'enveloppe d'humidité des sols. Si je rajoute les effets du changement climatique, donc vous avez en violet à partir de 2070 pour un scénario moyen de réchauffement, la courbe violette se superpose à la courbe marron. Ça veut dire que la moyenne de 2070 se superpose au record qu'on a actuellement. C'est pour ça que je vous disais que l'année 2022, qui se situe plutôt par là, on avait vu, en fait ce sera la moyenne de 2070. Donc une baisse de l'humidité des sols en été, parce qu'il fait plus chaud, il fait plus sec, c'est logique. Par contre, on a une baisse de l'humidité des sols en hiver, alors qu'il pleut plus. Et cette baisse de l'humidité des sols est simplement due au fait qu'on a une hausse de l'évapotranspiration, les végétaux se réveillent plus tôt en hiver, au printemps. Il fait un peu plus doux, donc les sols transpirent un peu plus, évaporent un peu plus. Donc au final, on perd un peu plus d'eau, puisqu'il y a quelques degrés de plus en hiver, mais en plus on a une baisse des précipitations efficaces quand il pleut, c'est le déluge, et donc l'eau ne pénètre pas dans le sol, elle ruisselle. Donc au final, sur l'ensemble de l'année, le sol s'assèche. Je voulais vous parler des sécheresses éclairs, parce que là on a vu les sécheresses classiques que vous connaissez. Les sécheresses classiques que vous connaissez, c'est celles qu'on a eues cette année. Une sécheresse agricole, donc en gros c'est l'eau sur les 2 premiers mètres du sol qui s'en va, parce qu'il fait trop chaud, trop sec. Et vous avez la sécheresse hydrologique, c'est l'eau des nappes phréatiques, donc là c'est plus en profondeur, donc on a la sécheresse agricole et hydrologique, c'est ce qu'on connaît dans les manuels scolaires.
Et ces sécheresses-là mettent plusieurs semaines à plusieurs années pour s'installer. C'est comme ce qui s'est passé cette année. Il s'est arrêté de pleuvoir au 1er janvier, donc pile le premier jour de l'année. Et jusqu'à présent, on se traîne une sécheresse agricole qui a disparu depuis 1 ou 2 semaines, mais on a une sécheresse hydrologique encore dans les nappes phréatiques. Cependant, on a le cas du 28 juin 2019, où on a pu observer 46 degrés chez moi, c'était très agréable, du côté de l'Hérault, avec un Mistral à 40 km/h. Donc quand on a un Mistral à 40 km/h, 9% d'humidité et 46 degrés, en gros c'est la température et le ressenti qu'on a à la sortie du sèche-cheveux. Donc quand on applique ces conditions de sèche-cheveux sur l'ensemble d'une surface agricole, comme on a pu voir avec la Tramontane et le Mistral, ça donne la figure qu'on a ici, des pans entiers de vignes, d'oliviers, de lauriers, enfin il n'y a pas que l'agriculture, qui brûlent en une après-midi, c'est-à-dire qu'ils perdent toutes leurs feuilles. Et ça s'appelle la sécheresse éclair, elle est basée sur l'évapotranspiration. Il peut y avoir de l'eau dans le sol, et ça c'est important pour le maïs, il peut y avoir de l'eau dans le sol, mais le fait qu'il y a du vent et de la forte chaleur, on perd toute l'eau de la plante, même s'il y a de l'eau dans le sol, la plante ne suit plus sur la transpiration. Et donc ça cause un dessèchement des plantes, et ici c'est important avec le vent d'OTAN et la Tramontane, ça cause un dessèchement des plantes, une perte d'eau qui est beaucoup plus importante. La première sécheresse éclair qu'on a observée et analysée, c'était en 2012 aux USA, qui a fait 36 milliards de pertes sur le maïs en 3 jours, ce qui est très conséquent. Voilà, parce qu'on m'a souvent dit, en fait, j'ai de plus en plus de vent. En fait, non, vous n'avez pas de plus en plus de vent, c'est juste que votre vent, il est de plus en plus desséchant. Donc quand il y a du vent, vous avez l'impression, vous le ressentez, alors qu'il n'y a pas forcément plus de jours de vent. Je vais passer rapidement sur les gelées tardives, parce qu'il n'y a pas beaucoup ou pas d'arboriculteurs ou de viticulteurs. En gros, sur les gelées tardives, il y a moins de gel dans la région, parce que le changement climatique fait qu'il fait plus chaud, il y a moins de journées de gel en hiver, au printemps et en automne. Donc moins 37 jours par exemple en Aveyron en 60 ans, moins 15 jours en Haute-Garonne en 46 ans. Et d'ici la fin du siècle, on va descendre, on a à peu près 30 à 40 jours de gel par an ici, et on descendra à 10 à 20 jours de gel par an d'ici 2070. Je passe rapidement, et je reviendrai dessus pour les conclusions, et on va passer aux canicules. Donc sur les canicules, on va regarder les observations depuis 1959 pour Toulouse. Donc depuis 1959 pour Toulouse, la température moyenne a augmenté de 1,7 degré. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais en fait on va voir que ce sont surtout les extrêmes en agriculture qui nous intéressent, et pas forcément la température moyenne. Donc je vous ai rajouté l'année 2022 pour vous rendre compte en fait de l'exploit qu'on a fait par rapport à toutes les dernières années. Donc là c'est vraiment les données observées pour Toulouse. C'est valable pour toute la région. On a gagné entre 1,8 et 2 degrés sur toute la région par rapport à 1959. En fait, ce qui nous intéresse en agriculture, c'est pas la température moyenne. Ça peut être intéressant pour regarder les stats phénologiques qui évoluent, mais pour avoir des températures stressantes, il faut des températures au-dessus de 25 degrés pour le blé. On a des problèmes d'échaudage pendant le remplissage du grain, et de 35 degrés pour le maïs pour avoir des problèmes de pollinisation. Donc là, ce qu'on observe à Saint-Giron et à Carcassonne, c'est que le nombre de jours à 25 degrés, il a été multiplié par 40% à peu près depuis les années 50. Donc une hausse de jours à 25 degrés. Et c'est pareil sur toute la région. On a gagné entre 30 et 40 jours sur toute la région de température au-dessus de 25 degrés sur l'ensemble de l'année. Mais ce qui nous intéresse en agriculture, ce sont vraiment les phénomènes extrêmes. Ici, vous avez les canicules depuis 1940. Donc, chaque bulle représente une canicule avec son année. Les années sont en abscisse. Et plus la bulle est grosse, plus la canicule est intense. Donc 2003 qui a fait 17 000 morts, on a 2006, 1947, et on a les 3 canicules de 2022, qui ne sont pas les canicules les plus fortes qu'on a observées, mais c'est juste qu'on en a eu 3 à la suite. Et donc c'était suffisant pour provoquer des dégâts sur l'agriculture. En 2003, on a eu de grosses pertes de rendement, notamment pour le maïs, mais là ça a duré 2 semaines à 40 degrés en été. Là c'était vraiment étalé sur tout l'été. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas le changement climatique qui crée les canicules. Déjà parce qu'il y avait des canicules avant qu'on parle du changement climatique. C'est juste que ces canicules-là, elles étaient soit moins fortes et plus réparties dans les années. Il n'y avait pas des canicules tous les ans.
Depuis les années 2000, on a à peu près des canicules tous les ans et surtout qu'elles sont de plus en plus intenses. Les bulles sont de plus en plus grosses. Donc maintenant, elles se battent tous pour être sur le schéma. C'est ça la problématique du changement climatique, c'est pas la canicule en elle-même, c'est qu'on augmente l'intensité et la fréquence. Et donc maintenant, si on projette pour les températures jusqu'en 2100, ici vous avez le climat de référence, la température moyenne annuelle et le climat futur. Donc si je regarde ici, il fait à peu près 12 degrés de température moyenne annuelle, donc toutes les saisons comprises et en moyenne. Les 12 degrés, d'ici on les trouvera à Strasbourg, à Lille et à Brest. En gros, le climat que vous avez maintenant ici, ce sera un climat normal en France. Le climat que vous aurez dans l'avenir du côté de la région Midi-Pyrénées, c'est plutôt le climat méditerranéen, puisque vous aurez une température moyenne de plus de 14 degrés, c'est ce qui se fait actuellement du côté de Montpellier. Tandis que la région méditerranéenne aura plus des températures dignes de l'Andalousie. Donc on peut imaginer que l'agriculture qui est installée maintenant dans la région va de plus en plus se méditerranéiser. Et l'agriculture méditerranéenne va de plus en plus se tourner vers les agrumes, par exemple, qui sont plutôt de l'Andalousie. Donc le nombre de jours à 35 degrés, c'est ce qui nous intéresse pour le maïs. Dans la région, le nombre de jours à 35 degrés, il est entre 1 et 2 jours par an en moyenne, normalement dans un climat normal. Sauf qu'avec le changement climatique, ce nombre de jours va être multiplié par 5. On aura entre 6 et 10 jours de température au-dessus de 35 degrés d'ici 2070. Donc ça, c'est au niveau une moyenne annuelle, hein, mais ça veut dire que certaines années, on aura 30 jours comme cette année. On a eu à peu près 30 jours au-dessus de 35 degrés. Donc 30 jours au-dessus de 35 degrés en 2022, alors que d'habitude, on en avait 2 par an avant les années 2000. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des problématiques sur le maïs, parce que c'est ce seuil de température de 35 degrés qui correspond à un stress pour le maïs. Le 25 degrés, c'est plutôt pour le blé. Et donc si je reprends mon graphique à bulles et que je l'étire jusqu'en 2100, donc c'est toutes les canicules en rouge, vous avez ici la durée de la canicule et l'indicateur thermique national. Donc la canicule de 2003, c'est le petit point orange qu'on a ici, donc la plus grosse canicule qu'on a eue en France, qui a duré 15 jours avec 29,5 de température moyenne, qui a fait 17 000 morts, je le rappelle. D'ici 2070, si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, on aura des durées de 80 jours avec 34 degrés de température moyenne. C'est-à-dire que c'est une canicule perpétuelle de juin à septembre. Il n'y a pas de pause. Donc c'est une canicule en continu. Donc on peut imaginer l'état des cultures à ce moment-là. Et donc pour vous prendre un exemple concret, j'ai pris un scénario à 3 en 2091. Donc c'est pas une prévision météo, hein, je ne fais pas Evelyne Delia, là il ne va pas faire ces températures-là. C'est une projection. Et donc, ici, vous avez par exemple une idée d'une canicule qui pourrait y avoir, où vous aurez 6 jours à 48 degrés. Voilà. Donc ça, c'est du côté de 3. Maintenant, on va mettre un peu de côté cet aspect météorologie. On a vu vraiment les évolutions climatiques, donc j'ai fait mon météorologue. Maintenant, on va voir les évolutions agrométéorologiques. Et je vais vous demander un petit peu de concentration parce que là, ça va vous intéresser. On va commencer par le blé. Et j'aime bien ce graphique puisqu'on voit l'évolution du rendement du blé depuis 1815 en France, où on a un beau palier. Ce palier-là, on est passé à peu près de 10 quintaux par hectare à 70 quintaux par hectare. Donc les rendements ont été multipliés par 7. Ça correspond à la révolution verte après la Seconde Guerre mondiale. Donc la mécanisation, la chimie et la génétique, essentiellement. Maintenant, on a, en plus de tout ça, on a le numérique qui s'ajoute par-dessus. Pourtant, depuis les années 2000, avec l'INRA, avec plein d'autres centres de recherche, ils n'ont pas arrêté de bosser, les chercheurs, et on a une stagnation des rendements. Donc les rendements de blé n'évoluent plus à la hausse depuis les années 2000, malgré le progrès génétique qu'il peut y avoir de part ailleurs. Et donc, les chercheurs de l'INRA ont cherché à comprendre pourquoi il y avait ce plateau, et 70% de l'explication du plateau, pour le blé, c'est dû à des déficits hydriques et à des essaillages pendant le remplissage du grain ou la montaison, donc des périodes sensibles au stress thermique et au stress hydrique, 70%. Les autres 30%, c'est une modification des rotations, mais aussi une désintensification voulue par l'Union européenne sur l'interdiction de produits ou d'autres aspects. Et donc dans la région Occitanie, on retrouve bien depuis 1989 cette hausse de rendement pour le blé, ensuite une stabilisation, bon, c'est légèrement à la baisse, mais statistiquement parlant, c'est pas parfait, on va dire. Et on va dire que c'est plutôt un plateau ici,
Donc les rendements de blé dans la région stagnent. On verra pour le maïs par la suite. Et donc d'ici 2050, 2046, vous avez ici le stress thermique à l'épiaison, parce que je vous ai dit, entre l'épiaison et le remplissage du grain, c'est pas la floraison. Je vous ai dit que c'était une des raisons pour lesquelles les rendements stagnaient. Donc on regarde comment ça évolue. Donc ici on a le nombre de jours au-dessus de 25 degrés entre l'épiaison et le remplissage du grain. On avait à peu près 24 jours dans un climat classique, et dans un climat futur, on aura à peu près 40 jours. Donc on gagne à peu près 40% de nombre de jours au-dessus de 25 degrés. Donc ces effets sur le blé d'échaudage, donc de température au-dessous de 25 degrés, vont s'accentuer. Pour le déficit hydrique, parce que je vous ai dit aussi que le déficit hydrique était très important entre la montaison et le remplissage du grain. Donc ici, vous avez en négatif le nombre de millimètres de déficit hydrique. Donc on est classiquement en déficit hydrique parce qu'on est plutôt autour du mois de juin, voire de juillet. Avec un changement climatique, on va encore perdre 100 mm. Il va manquer 100 mm pour le blé. Donc on va se retrouver avec des déficits hydriques qui vont tourner vers les moins de 100 mm. Donc des stress hydriques qui seront de plus en plus importants, encore avec le changement climatique. Et donc si on projette d'ici 2050, voire d'ici 2100, je divise la France par le nord et le sud. Dans le nord de la France, le changement climatique, il aura des effets assez positifs pour le blé, puisqu'il fera peut-être un peu plus chaud. Les déficits hydriques ne seront pas encore très marqués en juin. Et on a un effet CO2. Donc en fait, toute la pollution qu'on a accumulée, les CO2, en fait, ils favorisent la photosynthèse. Et pour le blé, c'est bénéfique. Bon, j'ai lu quelques articles cette semaine comme quoi c'était remis en question cela, mais il faudra que je me plonge dessus. Pour le sud, on a un effet bénéfique du CO2, mais on a un effet de stress hydrique qui prend un peu le dessus. Cependant, la baisse de rendement, elle est quand même assez limitée par rapport à d'autres cultures. Donc le blé, il sera toujours possible de cultiver le blé dans le sud de la France. Il ne faut pas dire qu'on va mourir de faim, mais il y aura des rendements qui seront moins bons que dans le début des années 2000. Si on regarde maintenant le maïs. Le maïs, depuis 1945, ici vous avez le rendement en Eure-et-Loir. Je n'ai pas trouvé les mêmes figures dans la région. Enfin, du moins les figures dans la région n'allaient pas aussi loin. Donc ici vous avez le rendement dans la Beauce. Et on voit qu'on a une augmentation nette du rendement qui est due à la révolution verte pour les mêmes raisons, mécanisation, chimie et génétique. Et à partir des années 2000, cette hausse continue, mais elle est beaucoup plus faible. Mais elle est toujours présente. Donc c'est exactement pour les mêmes raisons. On a un déficit hydrique et un essaudage pendant le remplissage des grains, beaucoup plus marqué que pour le blé, parce que vous savez très bien que le maïs, lui, dure juin, juillet, août et septembre. Donc ces déficits hydriques et ces échaudages sont plus marqués. Et surtout, on a un avortement au-dessus de 35 degrés qu'on a pu observer cette année. Donc il sera de plus en plus présent dans l'avenir. Il y a encore une désintensification aussi derrière tout ça. Peut-être que la désintensification sera même plus marquée dans les années à venir. Donc depuis 1989, donc là c'est la région Occitanie ici, donc on a une augmentation des rendements de blé et on tend vers un plateau. J'ai pas mis l'année 2022, mais je crois qu'on est redescendu dans les rendements des années 90, donc on doit être plutôt par là. Donc ça fait une belle baisse, comme l'année 2003, où on a un beau pic vers le bas. C'est pas parce qu'on a eu une sécheresse en 2022 et des baisses de rendement qu'on les aura toutes les années après. On peut voir en 2003 une belle baisse et puis après c'est reparti à la hausse. Donc 2022, ça fera la même chose, on aura une belle baisse, mais c'est pas un palier où on va pas revenir en arrière. C'est une exception pour l'instant qui deviendra la norme plus tard. Donc, vous avez ici les projections du rendement pour le maïs entre le nord et le sud. Donc pour le nord de la France, la plupart des scénarios, ils montrent une stabilisation du rendement du blé, du maïs, pardon, puisque il va être favorisé par la hausse des températures. Le maïs, il a une température optimale autour des 31 degrés. Mais il y aura quand même un effet de stress hydrique qui va compenser cette hausse de la température. Et surtout le CO2 sur le maïs, qui est une plante en C4, il n'a aucun effet sur le maïs, voilà, contrairement au blé. Par contre, pour le sud de la France, on a à la fois une hausse de la température, donc là on passe en température supra-optimale, il fait trop chaud, et on a des déficits hydriques. Donc le rendement qu'on a eu en 2022, ça confirme en fait ces prévisions pour le maïs, où le rendement pour le sud de la France vont diminuer. Donc on ne peut pas dire que le maïs va disparaître de France ou alors qu'il va être remplacé par d'autres cultures, puisque dans le nord de la France, il sera toujours possible d'être cultivé. Dans le même temps, en fait, pour s'adapter à ces évolutions climatiques, les agriculteurs, ils ont
changé quelques pratiques. Il y a des adaptations qui ont été faites sur l'agriculture, notamment les dates de semis qui sont de plus en plus précoces. Simplement qu'on joue sur la précocité des maïs, mais également ça évite, on appelle ça la stratégie d'évitement en scientifique, c'est-à-dire que plus on plante tôt, plus la floraison va se produire tôt, et si la floraison se produit tôt, elle risque de ne pas tomber dans les fortes canicules de l'été. Donc c'est une stratégie d'adaptation. En Nouvelle-Aquitaine, là c'est un exemple de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est pareil sur toute la France, on a à la fois des maïs qu'on récolte également de plus en plus tôt. Donc ici on a la date récolte des maïs depuis 1992, on gagne à peu près 4 jours de récolte chaque 10 ans. Et cette année 2022 a été un exemple où on a récolté le maïs beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais ça c'est normal, puisque plus il fait chaud, plus la végétation pousse rapidement. Et un point positif, c'est l'humidité du grain à la récolte. Ici pour la Nouvelle-Aquitaine, je n'ai pas trouvé le graphique dans la région. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le changement climatique il favorisa ce qu'on appelle le séchage sur pied, mais vous devez certainement connaître mieux que moi, où en fait on n'a plus besoin de récolter à une haute humidité les maïs en fin de saison pour les faire sécher après. Donc ça fait une économie d'énergie. C'est un point intéressant pour le maïs. Donc après avoir montré un petit peu ces évolutions climatiques et leur impact sur le blé et le maïs, il ne faut surtout pas penser, ce serait une erreur, de se dire que l'agriculture française va s'effondrer et qu'on va tous mourir de faim dans l'avenir. On peut souvent voir ça sur les réseaux sociaux, c'est la fin du monde, mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que l'agriculture, elle a subi plusieurs aspects historiques qui l'ont bouleversée, notamment les guerres mondiales. On a eu d'autres aspects historiques qui ont bouleversé l'agriculture. Le changement climatique, c'est un nouvel aspect qui va la bouleverser, mais qui va la reconstituer pour qu'elle soit plus forte plus tard. Et donc pour ça, il y a plusieurs atténuations et adaptations à avoir. Donc déjà, il y a des adaptations génétiques. Souvent, on dit que la génétique, c'est mal, mais il faut savoir que la génétique, c'est grâce aux évolutions génétiques qu'en 2022, on aurait pu avoir des pertes de rendement beaucoup plus importantes et qu'on a pu éviter certaines pertes de rendement sur certaines cultures, puisqu'on a eu des améliorations génétiques de résistance à la sécheresse depuis les années 2003, et notamment depuis l'année 1976. Et donc ces améliorations génétiques doivent être continuées, c'est de la recherche perpétuelle, on doit rajouter des gènes de résistance à la sécheresse, aux canicules, et encore une fois, pour tout ce qui est sur cette diapo, c'est plus facile à écrire qu'à faire, puisqu'en même temps que la sécheresse et la canicule, il faut avoir des gènes de résistance aux maladies, des gènes de production, c'est intéressant, il ne faut pas non plus détruire la production, des gènes de résistance à l'averse, etc., etc. Ensuite, en plus de l'amélioration génétique, il faut penser aussi à de nouvelles filières. Comme je disais, par exemple, la filière agrumes qui pourrait s'implanter du côté de la Côte d'Azur. Il serait intéressant aussi de faire évoluer certaines filières dans la région sud-ouest, notamment le mil, le miel, le sorgho, la pistache, on en a déjà quelques-unes du côté d'Avignon. Mais tout ça, ce sont des cultures d'avenir, et encore une fois, c'est plus simple à écrire qu'à faire, puisque qui dit nouvelle espèce, dit nouvelle filière, donc récolte, production, récolte, achat, transformation, consommation. Et c'est pas parce que tout le monde se met à faire du sorgho qu'il y aura forcément des acheteurs derrière. Donc il faut avoir une réflexion au niveau de la filière également. Ensuite, on peut avoir une évolution des travaux agricoles, donc là je vous en ai parlé, c'est les dates de semis, mais ce qui est montré notamment dans la recherche, c'est la conservation des sols. Moins de labour, plus de cultures intermédiaires. Cependant, encore une fois, c'est facile à écrire sur le diapo, mais quand on a moins de labour sur un sol argileux, c'est pas forcément facile. Quand on a des cultures intermédiaires où il n'y a pas d'eau pour faire pousser ces cultures intermédiaires, c'est pas facile. Donc il faut un peu sortir de la recherche et puis voir ce qui se passe sur le terrain. Donc aller vers l'agriculture de conservation des sols, c'est bien, mais il faut l'adapter au contexte de chaque terroir, donc le sol et le climat également. L'agriculture connectée, donc là ce sont tous les outils d'aide à la décision, l'irrigation connectée, etc., etc. Moi je travaille pas mal là-dessus. Les techniques, donc les retenues d'eau et les améliorations de l'outil d'irrigation sont des exemples. S'il y a des questions sur les retenues d'eau, vous pourrez me les poser à la fin. J'ai des diapos pour ça, je m'attends à cette question. Et ensuite, au niveau des atténuations, il y a le stockage du carbone par l'agriculture de conservation des sols, puisque vous savez que l'agriculture a la faculté fabuleuse de faire de la photosynthèse, et c'est ça qui récupère du CO2. Donc on n'a pas besoin d'avoir toutes les technologies du monde, il faut favoriser la photosynthèse. J'ai mis un petit point d'interrogation sur l'agroforesterie, puisque mes collègues chercheurs travaillent dessus, mais je ne suis pas encore tout à fait convaincu sur les rendements en grande culture.
Sur le stockage du carbone, je passe. Maintenant, on va voir les impacts sur la prairie. Donc on a fait blé, maïs. On va regarder les impacts sur la prairie. Donc vous avez ici une figure qui est issue de ma thèse. Vous avez les mois en abscisse et la moyenne de matière sèche cumulée en ordonnée. Donc en vert, c'est la courbe qu'il y a entre 1970 et 2000. Donc on a simulé 4 coupes, c'est juste un exemple. On a simulé 4 coupes, donc 2 belles coupes au printemps, une courbe un peu moins bonne en été, une petite coupe en automne. C'est ce qu'on avait classiquement en moyenne au niveau de la France. Et vous avez en rouge la courbe avec un climat futur. Donc dans un climat futur, c'est plus 30% de production de fourrage au printemps. Moins 30% de production en été. Et en automne, ici je remets un petit peu en question les résultats de ma thèse, puisqu'on pourrait avoir une hausse aussi des fourrages en automne comme on a eu cette année. Donc au final, quand on somme sur l'ensemble de l'année, on a une production de fourrage qui est plutôt stable. Cependant, on a une évolution de la saisonnalité, on a plus de production au printemps et beaucoup moins en été. C'est ce qu'on a eu à peu près cette année. Dans le même temps, on a une saison de pâture qui peut être étendue. On peut sortir les animaux plus tôt et les rentrer plus tard. C'est ce qui s'est passé également cette année. Donc du côté de Toulouse, ce sont des moyennes que j'ai trouvées. Il y a peut-être des disparités régionales sur le territoire, mais on sortait les animaux plutôt mi-février et d'ici 2050, on pourra plutôt les sortir certaines années fin janvier. Donc pour la prairie, les adaptations et les atténuations, c'est qu'on a une évolution de la production au cours de l'année, donc il va falloir apprendre à stocker le fourrage qui est en excès au printemps pour le redistribuer dans les saisons où il y a moins de production. Il faut aussi revoir les dates de travaux agricoles, bon ça c'est les évolutions de la phénologie, et je vais pas m'attarder dessus, mais aussi savoir lisser la production annuelle, là aussi c'est plus facile à écrire qu'à faire, mais avoir des multi-espèces qui permettent de produire un petit peu plus en été avec des espèces qui soient plus résistantes à la sécheresse. Ça, c'est ce qu'on obtient dans les résultats scientifiques, mais quand on va sur le terrain et que on a de la luzerne, du dactyle, de la fétuque élevée, bah, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, même ces espèces-là ne poussent pas. Donc je vous mets les résultats scientifiques, mais sur le terrain, ça peut être différent. Concernant l'élevage, et je terminerai par l'élevage, puisque sur l'arboriculture, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sur l'élevage, on va parler de l'indice THI, donc T pour température, H pour humidité et I pour indice. Donc c'est un indice qui coupe la température et l'humidité, qui permet d'évaluer le stress thermique chez les animaux. En l'occurrence, dans la salle ici, l'indice THI est très élevé, puisqu'il fait chaud et humide, donc on a chaud et on a du mal à transpirer, vu que c'est la transpiration qui fait la régulation corporelle de la température, et ben notre corps s'échauffe. Pour les animaux, c'est exactement la même chose. Pour l'homme, on appelle ça l'humidex, et pour les animaux, on appelle ça le THI, parce que les seuils ne sont pas les mêmes chez la vache laitière ou l'homme. La vache laitière est plus sensible à la chaleur et à l'humidité qu'à l'homme. Donc pour la région de Toulouse, là vous avez les années jusqu'en 2046 encore, on avait à peu près 45 jours par an stressants pour les animaux dans un climat avant les années 2000. Après les années 2000, on sera à peu près vers 80 jours stressants par an. Donc on a à peu près 30 jours en plus stressants. Pourquoi c'est important de regarder les températures stressantes pour les animaux ? C'est simplement qu'en fait, quand une vache laitière est soumise à de fortes températures et une forte humidité, elle a une production qui peut diminuer, une production journalière qui peut diminuer. Par exemple, à partir de 30 degrés, 70% d'humidité, on a 5 à 10% de moins de production de laitière. Donc si on a une canicule, comme en 2070, qu'on a vu, qui peut durer 80 jours, ça veut dire que pendant ces 80 jours, chaque vache va produire moins 20% de lait, et donc au cumul sur l'été, ça fait une très grosse perte de production. Et c'est ce qu'on a observé d'ailleurs en 2022. Donc cette évolution du nombre de jours stressants est très importante pour la production notamment de lait. Et il ne faut pas parler de la production, il faut aussi parler du bien-être animal, puisque également ça cause des soucis sur le bien-être animal. Et donc adaptation et atténuation, là je pense que c'est la diapo où vous n'allez rien apprendre, puisque peut-être sur les investissements, on a vu que dans la région Bretagne, qui a été soumise à des températures entre 40 et 42 3 fois cet été, les bâtiments d'élevage n'étaient pas du tout construits pour accueillir ces températures-là. Donc à l'intérieur, c'était une étuve, les bâtiments étaient exposés au soleil et les animaux, ils souffraient à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de mortalité, notamment chez les volailles et chez les porcs. Et donc les investissements dans les bâtiments adéquats ou des rénovations de bâtiments, ça aussi
c'est des investissements lourds qu'il faut faire, et c'est plus facile à écrire encore qu'à faire, mais c'est nécessaire pour s'adapter en fait au changement climatique. Tous les nouveaux bâtiments qui seront construits doivent avoir des normes qui seront différentes par rapport à la température. Et donc les 5 points que j'ai écrits ici pour faire face aux vagues de chaleur, je pense que vous apprendrez rien, je vais y passer rapidement, c'est de l'ombrage, de l'abreuvement, donc plutôt ventilation et brumisation, parce que si on fait de la brumisation, on fait augmenter l'humidité, donc on fait augmenter l'indice THI, il faut de la ventilation parallèle, les compléments alimentaires et les modifications d'heures de ration pour les animaux, donc les nourrir à la fraîche. Ça, je pense que la plupart des éleveurs sont au courant et ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Et donc je finirai par l'arboriculture et la viticulture. J'ai pas mal d'informations sur les évolutions de phénologie et les périodes de gel et pourquoi on a eu les périodes de gel en 2021-2022. Si vous êtes intéressé par ces réponses-là, n'hésitez pas à me le poser en question parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arboriculteurs apparemment dans la salle. Je pourrais vous y répondre en question. Et sur les cas polémiques, le sorgho et les bassines, j'ai également des diapos. Et si vous voulez poser des questions dessus, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut. Voilà pour les principaux points sur l'impact du changement climatique, la sécheresse, le gel et les canicules. Je terminerai par cette photo que j'ai faite à Cannes le 4 juin 2020, qui a été élue plus belle photo du monde en 2021. Et le This is the end, si vous le voyez, c'est pas que je devrais l'enlever d'ailleurs, parce qu'à chaque fois on me pose la question. C'est pas la fin du monde, le changement climatique, c'est juste la fin du diapo. Voilà, merci.